5 jours après avoir accouché, j'ai porté mon nouveau-né sur notre porche, ne m'attendant à rien de plus qu'une douche chaude et mon propre lit. Au lieu de cela, des étrangers déchargeaient des cartons de déménagement dans mon salon. L'un d'eux m'a regardé avec une sympathie sincère et a dit doucement, « Madame, nous avons finalisé l'achat de cette maison il y a 3 jours. » Pendant une seconde, j'ai honnêtement cru qu'il s'était trompé d'adresse. J'ai baissé les yeux vers la petite couverture rose enroulée autour de ma fille Lily. Puis de nouveau vers la maison coloniale blanche à Fisher, dans l'Indiana. Les pots de fleurs que j'avais plantés chaque printemps étaient toujours à côté des marches du porche. Les carillons que ma mère m'avait donnés il y a 20 ans pendaient toujours au porche. Tout ressemblait à la maison. Sauf que ce ne l'était pas. « Je pense que vous avez fait une erreur », ai-je dit, ajustant Lily contre mon épaule. « Mon mari vit ici. » La femme plus âgée qui se tenait à côté du camion de déménagement a baissé les yeux. « Nous l'avons acheté à Ethan Whitmore. » Mes genoux ont failli flancher. J'ai attrapé la poignée de porte. La clé n'entrait pas. Un verrou tout neuf, que je n'avais jamais vu auparavant. Un homme d'une 60aine d'années, probablement l'acheteur, s'est approché avec un dossier. « Je suis vraiment désolé », a-t-il dit. La société de titres de propriété nous a dit que tout était finalisé. Il m'a tendu une copie de l'acte de vente. C'était bien là, notre adresse, la signature d'Ethan, et ce qui ressemblait de manière troublante à la mienne. Sauf que je ne l'avais jamais signé. Jamais. Mes mains se sont mises à trembler si fort que j'ai failli laisser tomber les papiers. Lily a bougé dans sa couverture et a émis un petit son endormi qui m'a en quelque sorte ramené à la réalité. Je ne pouvais pas m'effondrer. Pas pendant que je la tenais. Pas encore. J'ai appelé Ethan. Directement sur la messagerie vocale. De nouveau, déconnecté. J'ai envoyé un texto. Rien. J'ai ouvert notre application bancaire. Le mot de passe avait été changé. J'ai essayé notre carte de crédit conjointe, refusée. J'ai vérifié le compte où nous avions passé 12 ans à épargner pour notre retraite. Vide. Debout sur ce porche, encore endolori par une césarienne d'urgence, j'ai réalisé quelque chose qui a mis des semaines à être pleinement compris. Rien de tout cela ne s'était produit pendant que j'étais à l'hôpital. Cela s'était seulement terminé pendant que j'y étais. La planification avait commencé des mois auparavant. Avec le recul, c'est la partie qui fait encore plus mal que tout le reste. Pendant ma grossesse, Ethan avait été merveilleux. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Il n'a jamais manqué un rendez-vous. Il m'a tenu la main à chaque échographie. Il me massait les pieds enflés avec de la lotion tous les soirs pendant que nous regardions des rediffusions de Blue Blood. Quand mon dos me faisait mal à 3 heures du matin, il se levait sans se plaindre et me préparait une tisane à la camomille. Il a construit lui-même le berceau de Lily, peint la chambre de bébé d'un vert sauge doux parce que je n'arrivais pas à me décider entre ça et un jaune pâle. Nos amis l'appelaient le mari de l'année. Parfois, je riais et j'étais d'accord. Maintenant, je me demande combien de ces soirées se sont terminées par l'envoi d'un courriel à un agent immobilier après que je sois allé me coucher. Combien de fois a-t-il embrassé mon front avant de transférer discrètement une autre partie de nos économies quelque part où je ne pouvais pas le voir? Combien de signatures avait-il pratiquées avant d'imiter la mienne? Ces réponses viendraient plus tard. Cet après-midi-là, tout ce que je savais, c'est que je n'avais nulle part où aller. Les acheteurs ont été plus gentils qu'ils n'auraient dû l'être. La femme a disparu à l'intérieur et est revenue avec mon ancien sac à langer. J'ai trouvé ça dans le garage, a-t-elle dit doucement. À l'intérieur, il y avait des couches, des lingettes, 2 biberons et un tout petit lapin en peluche. Rien d'autre. Tout ce que j'avais possédé avait disparu, les photos de famille, le couvre-lit de ma grand-mère, mon album de mariage, même le fauteuil à bascule que mon père avait construit avant de décéder. Je les ai remerciés parce que je ne savais pas quoi dire d'autre. Puis je me suis assise dans ma voiture avec Lily endormie dans son siège auto et j'ai pleuré si fort que ma cicatrice a commencé à me faire mal. Ma mère a répondu à la 2e sonnerie. Claire? Dès qu'elle a entendu ma voix, elle a su. Maman, que s'est-il passé? Je n'ai plus de maison. Silence, puis le calme et la constance que seules les mères semblent pouvoir trouver. Rentre à la maison. Je ne sais même pas si je peux me permettre le trajet. Nous trouverons une solution. Non,
je la trouverai. Il y eut une autre pause. Je sais que tu la trouveras, a-t-elle dit. Je me suis rendu chez un bijoutier à Carmel. Le propriétaire était un homme plus âgé aux cheveux argentés et portant des lunettes de lecture suspendues à une chaîne autour de son cou. Il a examiné mon alliance pendant moins d'1 minute. Je peux offrir 1100. J'ai immédiatement hoché la tête. Il a eu l'air surpris. Vous ne voulez pas y réfléchir? Si j'y réfléchis, ai-je dit, je ne le ferai pas. Il a compris. Les gens de son âge comprennent généralement. Il a compté les billets avec soin. Avant que je parte, il a glissé un petit paquet de chiffons à polir sur le comptoir. C'est gratuit. C'était une si petite gentillesse. J'ai failli pleurer à nouveau. Conduire avec un nouveau-né après une opération chirurgicale majeure n'était pas judicieux. Mon médecin m'en avait averti. Bloomington était à près d'1 heure de route. Je n'étais pas sûr de pouvoir y arriver en toute sécurité, alors j'ai décidé de prendre le Greyhound à la place. Le lendemain matin, j'ai garé ma voiture dans un parking longue durée près de la gare routière d'Indianapolis. Lily a dormi pendant la majeure partie du trajet. Les bébés ont une façon de dormir à travers les catastrophes que les adultes n'oublient jamais. À l'intérieur de la gare, les gens se croisaient en hâte, portant des sacs à dos, des tasses de café et des sacs d'épicerie. Personne n'a remarqué la femme qui marchait lentement parce que chaque pas tirait sur des points de suture frais, sauf une personne. Un homme âgé se tenait près du guichet, fouillant chaque poche de sa vieille veste en toile. Je l'avais juste ici, n'arrêtait-il pas de dire. L'employé avait l'air épuisé. Je suis désolé, monsieur. Sans paiement, je ne peux pas émettre le billet. Je comprends. Sa voix était calme, juste défaite. Les gens derrière lui soupiraient d'impatience. Quelqu'un a marmonné, allez. Le vieil homme s'est écarté. Il avait l'air embarrassé, plus que fâché. J'ai vérifié mon portefeuille. 23 $. C'était tout ce qu'il me restait après avoir acheté mon billet. Assez pour des couches une fois arrivé chez ma mère, ou assez pour acheter le sien. J'ai fixé l'argent pendant ce qui a semblé une éternité. Une voix dans ma tête a pratiquement crié, « Claire, arrête. Ton bébé passe en premier. » Une autre voix a répondu tout aussi doucement, « Et si c'était papa ?» Mon père était parti depuis 8 ans. S'il avait un jour été bloqué quelque part, j'espérais que quelqu'un l'aurait aidé. Je me suis approché du comptoir. Je vais payer son billet. L'employé a semblé soulagé. Le vieil homme s'est tourné vers moi. Non, dit-il gentiment. Vous avez un bébé. Je sais. Je ne peux pas vous laisser faire ça. Vous ne me l'avez pas demandé. Il a souri. Pas un grand sourire, juste assez pour adoucir les rides profondes autour de ses yeux. Pendant que l'employé imprimait le billet, il a baissé les yeux vers Lily. Elle est magnifique. Merci. Quel est son nom? Lily. Et le vôtre? Claire. Il a tendu la main. Sa poignée était chaude malgré l'air frais de la gare. Je n'oublierai pas votre gentillesse. J'ai souri poliment. Les gens disent ce genre de choses tout le temps. La plupart d'entre nous ne se revoient jamais. L'annonce d'embarquement a résonné dans le terminal. J'ai pris Lily, ajusté le sac à langer et commencé à marcher vers le bus. À mi-chemin, j'ai regardé en arrière. Le vieil homme était toujours debout là où je l'avais laissé. Il a levé une main dans un salut discret sous les lumières de la gare. J'ai salué en retour. Puis je suis monté dans le bus, croyant que je venais de dire au revoir à un étranger. Je ne savais pas que ce simple moment deviendrait le tournant de toute ma vie. Au moment où le Greyhound est arrivé à Bloomington, tout mon corps avait l'impression d'avoir subi une autre opération. Lily a dormi presque tout le trajet, ne se réveillant qu'une seule fois pour manger. Je l'enviais. Les bébés ne savent pas quand leur monde s'est effondré. Ils savent seulement s'ils ont chaud, s'ils sont nourris et s'ils sont tenus dans les bras. J'aurais aimé que la vie reste aussi simple. Ma mère, Linda, attendait devant la gare dans sa Subaru Forester de 12 ans. Elle m'a repéré avant que je ne la voie. Dès qu'elle a remarqué le sac à langer suspendu à une épaule et l'épuisement écrit sur mon visage, elle s'est précipitée vers moi. Elle n'a pas posé une seule question. Elle a passé un bras autour de moi aussi soigneusement que possible sans toucher ma cicatrice.
Oh, ma chérie. C'était tout. Pas de sermon. Pas de je t'avais prévenu. Juste ces 2 mots. Parfois, c'est suffisant pour maintenir une personne debout. La petite maison de plain-pied de maman n'avait pas beaucoup changé depuis le décès de papa. Le même moulin à vent tournait paresseusement dans le jardin. Le même fauteuil inclinable bleu délavé se trouvait à côté de la fenêtre du salon où papa lisait le journal du dimanche. Sauf que maintenant, il était couvert de couvertures de bébé pliées. Elle préparait la première visite de Lily depuis des semaines. Aucune de nous n'imaginait que cela deviendrait notre nouvelle maison. Cette première semaine s'est écoulée dans un flou. Nourrir Lily. Changer les couches. Prendre des analgésiques. Essayer de ne pas pleurer là où maman pouvait me voir. Dormir pendant 45 minutes. Répéter. Un après-midi, j'ai surpris maman assise à la table de la cuisine avec un bloc-notes jaune. Elle additionnait des chiffres avec une vieille calculatrice. Quand elle m'a remarqué, elle a discrètement retourné le papier. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Oh, rien. » J'ai souri faiblement. « Tu n'as jamais été doué pour faire semblant. » Elle a soupiré. J'étais en train de calculer combien de temps ma pension de sécurité sociale pourrait couvrir les courses pour 3 personnes. Cela m'a brisé plus que la perte de la maison. Ma mère avait travaillé 38 ans comme secrétaire d'école primaire. Elle méritait une retraite paisible. Au lieu de cela, à 69 ans, elle se demandait comment faire durer les soupes en conserve et les légumes surgelés parce que sa fille n'avait nulle part où aller. Je vais retourner travailler. Elle m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. Tu peux à peine monter les marches du Porsche. Je trouverai une solution. Tu viens de subir une opération majeure. Je sais. Tu as un nouveau-né. Je sais. Elle a tendu la main sur la table et a serré la mienne. Pour une fois dans ta vie, Claire, laisse quelqu'un d'autre te porter un moment. Je le voulais. Je ne savais tout simplement pas comment. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré Suzanne Keller. L'amie de l'église de maman me l'avait recommandé. Le bureau de Suzanne donnait sur Monument Circle au centre-ville d'Indianapolis. Elle ressemblait exactement à ce à quoi on s'attendrait d'une avocate avec 40 ans d'expérience. Carré gris, chaussures confortables, yeux perçants. Elle a écouté sans m'interrompre pendant que j'expliquais tout. Puis elle a ouvert un bloc-notes jaune. J'ai de bonnes et de mauvaises nouvelles. J'ai ri. Je suppose que les bonnes nouvelles ne viennent pas en premier. Si. Elle a souri. Je pense que votre mari a commis plusieurs crimes graves. J'ai cligné des yeux. Et les mauvaises nouvelles ? Le prouver ne sera pas rapide. Elle a expliqué que quiconque s'était occupé de la vente s'était fié à des documents semblant porter mon autorisation. Certaines signatures semblaient suspectes. D'autres étaient probablement copiées électroniquement. La vente elle-même pourrait être difficile à annuler, a-t-elle dit prudemment. Les nouveaux propriétaires semblent avoir acheté de bonne foi. Donc ils sont aussi des victimes. J'en ai bien peur. Je me suis frotté le front. Alors, Ethan s'en tire ? Non. Elle s'est penchée en avant. Mais nous devons prouver l'intention, la fraude, et où est allé l'argent. Puis elle a posé une question qui m'est restée. Claire, pendant votre grossesse, votre mari vous a-t-il déjà demandé de signer des piles de paperasse ? J'y ai réfléchi. Formulaire d'assurance, dossier d'admission à l'hôpital, document de congé, mise à jour d'assurance hypothécaire, bénéficiaire d'assurance vie. Il y en avait eu des dizaines, peut-être des centaines. Je signais tout ce qu'il mettait devant moi. Suzanne a hoché la tête lentement. J'espérais que vous ne diriez pas ça. La semaine suivante est devenue une étrange routine. Chaque matin, je nourrissais Lily. Maman la berçait pendant que je rassemblais des papiers, des déclarations de revenus, des relevés de retraite, d'anciens documents hypothécaires, des dossiers d'hôpital, tout ce que Suzanne demandait. Plus nous creusions, plus la situation empirait. L'argent n'avait pas disparu du jour au lendemain. Il s'était écoulé depuis des mois. 5 000 ici, 8 000 là. Toujours expliqué par Ethan comme des ajustements de marché, des investissements temporaires, des transferts de fonds pour de meilleurs intérêts. J'avais cru chaque mot, non pas parce que j'étais stupide, mais parce qu'il était mon mari. Un jeudi après-midi pluvieux, Suzanne a appelé.
J'ai trouvé quelque chose. Mon cœur s'est emballé. Quoi? La maison n'a pas été mise en vente après votre accouchement. Vraiment? Elle a été mise sur le marché près de 3 mois plus tôt. J'ai arrêté de respirer. 3 mois. C'était le moment où Ethan avait insisté pour que j'arrête de vérifier nos finances parce que le stress n'était pas bon pour le bébé. C'était le moment où il avait commencé à m'apporter le petit déjeuner au lit. C'était le moment où il avait commencé à dire à tout le monde, ma femme mérite de se détendre. Je suis resté assise à regarder par la fenêtre de la cuisine pendant que la pluie coulait sur la vitre. Rien de tout cela n'avait été spontané. Il n'avait pas craqué. Il n'avait pas paniqué. Il avait planifié chaque étape en prétendant m'aimer. Cette prise de conscience a fait bien plus mal que la liaison. 2 semaines après avoir acheté le billet de bus du vieil homme, quelqu'un a frappé à la porte d'entrée de maman. Elle a regardé par la fenêtre. Claire, il y a un monsieur plus âgé qui te demande. J'ai ouvert la porte. Il était là. Même veste en toile, même valise usée, même sourire doux. Pendant une seconde, je n'ai pas pu le situer. Puis j'ai remarqué ses yeux. La gare routière. Il a hoché la tête. J'espère que je ne vous dérange pas. Pas du tout. Il a tendu une enveloppe. Je suis venu vous rembourser ce que vous avez dépensé. J'ai ri doucement. Vous avez fait tout ce chemin pour 23 $? Non, a-t-il souri. Je suis venu parce que ma femme aurait été très déçue si je ne vous avais pas remercié correctement. Sa voix s'est légèrement brisée en mentionnant sa femme. Je me suis écarté. Voulez-vous un café? J'aimerais bien. Maman avait déjà mis en marche une nouvelle cafetière. En quelques minutes, nous étions tous les 3 assis autour de sa vieille table de cuisine en chêne. Harold admirait Lily qui dormait dans son couffin portable. Elle est magnifique. Merci. Il a sorti une petite photo de sa poche. Une femme souriante aux cheveux argentés se tenait à côté de lui au bord d'un lac. Ma Margaret. Vous avez été mariée longtemps. 52 ans. Je suis désolé. Moi aussi. Pendant un moment, nous avons simplement parlé. Rien d'extraordinaire. Jardinage, hiver de l'Indiana, cafétéria d'hôpitaux, les Cubs, la vie. Il n'a jamais mentionné l'argent. Moi non plus. Puis des phares ont balayé la fenêtre de la cuisine. Un Lincoln Navigator noir s'est garé dans l'allée. Un autre s'est arrêté derrière lui. Maman a froncé les sourcils. Tu attendais de la visite? Harold a tranquillement posé sa tasse de café. Je suppose qu'ils m'ont enfin trouvé. Avant que je puisse demander ce qu'ils voulaient dire, 2 hommes habillés de manière professionnelle sont montés sur le porche. L'un d'eux s'est précipité vers la porte dès que je l'ai ouverte. Le soulagement a inondé son visage. Vous voilà, monsieur Bennett. Le silence est tombé dans la pièce. Le plus jeune homme semblait embarrassé. Nous essayons de vous joindre depuis des jours. Votre fille est morte d'inquiétude. Harold lui a adressé un sourire d'excuse. J'imagine bien. Le second homme a jeté un coup d'œil vers moi, puis de nouveau vers Harold. La réunion du conseil d'administration a déjà été reportée. Réunion du conseil d'administration? J'ai regardé d'un visage à l'autre. Harold s'est levé lentement. Il s'est tourné vers moi avec une expression entre la gratitude et le regret. Je crains de ne pas avoir été tout à fait honnête. Vous avez dit que quelqu'un avait volé votre portefeuille. C'est vrai. Vous avez dit que vous voyagiez seul. C'était le cas. Alors il a souri doucement. J'ai simplement oublié de mentionner que ma famille possède Bennett Industrial. Je l'ai dévisagé. Tout le monde en Indiana connaissait ce nom. Usine, bourse d'études, hôpitaux, des milliers d'employés. Le vieil homme tranquille assis dans la cuisine de ma mère n'était pas seulement riche. Il était l'un des hommes d'affaires les plus respectés de tout l'État. Il m'a regardé de la même manière qu'à la gare routière. Pas fier, pas embarrassé, juste sincère. Puis il a dit quelque chose que je n'aurais jamais attendu. Je ne suis pas venu ici pour changer votre vie avec de l'argent. Il a fait une pause. Je suis venu vous demander si vous me laisserez vous aider à reprendre votre vie en main. Je n'ai pas répondu à Harold tout de suite.
Non pas parce que je n'étais pas reconnaissante, mais parce que j'avais peur. J'avais passé les 2 dernières semaines à apprendre ce que c'était que de sentir le sol disparaître sous mes pieds. Quand quelque chose d'incroyable s'est présenté à moi, chaque instinct me disait de le remettre en question. Je n'ai pas besoin de charité, ai-je finalement dit. Harold a souri, presque comme s'il s'attendait à cette réponse. Je ne vous respecterai pas si vous en aviez besoin. Il a regardé la modeste cuisine de ma mère avant de continuer. Ma femme disait que les personnes les plus difficiles à aider sont celles qui le méritent le plus. Maman a gloussé doucement. Votre femme semble être quelqu'un qui se serait bien intégré ici. Harold a ri pour la première fois depuis que je l'avais rencontré. Oh, Margaret aurait adoré cette cuisine. Ce petit moment a détendu l'atmosphère. Puis Harold a sorti de son porte-documents en cuir une carte de visite qu'il a glissée sur la table. Pas un chèque, pas d'argent liquide, juste un nom. Richard Ham, consultant financier légiste. J'aimerais que vous rencontriez quelqu'un, a dit Harold. Vous déciderez de la suite. J'ai regardé maman. Elle a fait le plus petit des hochements de tête. D'accord. 2 jours plus tard, je me suis retrouvé assise dans une salle de conférence surplombant le centre-ville d'Indianapolis. Richard Ham ressemblait plus à un comptable à la retraite qu'à quelqu'un qui démêle des crimes financiers. Veste de sport grise, lunettes de lecture, une tasse à café sur laquelle on pouvait lire « Le grand-père le plus passable du monde ». Il a souri chaleureusement. « Claire, Monsieur Bennett m'a demandé d'examiner vos dossiers. Je ne veux pas que quiconque fasse quoi que ce soit d'illégal. » Il a semblé presque offensé. « Ma chère, j'ai passé 40 ans à mettre des gens en prison pour des actes illégaux. Cela m'a valu mon premier vrai rire depuis des semaines. » Pendant les 3 heures suivantes, nous avons étalé des documents sur la table de conférence. Relevés bancaires, documents hypothécaires, formulaire d'admission à l'hôpital, dossier de retraite. Richard parlait rarement. Il se contentait de surligner des dates avec un marqueur jaune. Finalement, il s'est penché en arrière. Ce n'était pas impulsif. Je sais. Non. Il a tapoté la chronologie. Je veux dire, cela a commencé il y a près de 9 mois. 9. Il a hoché la tête. Le premier transfert suspect a eu lieu 3 jours après que vous ayez annoncé la grossesse en ligne. La pièce a soudain semblé plus petite. Je me souvenais parfaitement de cette soirée. Nous avions célébré avec un barbecue de City Barbecue. J'avais posté une photo d'échographie sur Facebook. Ethan avait porté un toast avec du cidre pétillant parce que je ne pouvais pas boire de vin. Apparemment, la même semaine, il avait ouvert un compte professionnel distinct. Au cours du mois suivant, d'autres personnes ont discrètement rejoint l'enquête. Un avocat spécialisé en titres de propriété à la retraite, un spécialiste des documents numériques, Suzanne Keller. Personne n'a promis que nous gagnerions. Cela m'a en fait permis de leur faire davantage confiance. Chaque réunion se terminait de la même manière. Nous avons besoin d'une autre pièce. Nous sommes proches. Ne vous pressez pas. C'était frustrant. Certains matins, j'avais envie de crier. Au lieu de cela, je pliais le linge de bébé, changeais les couches, apprenais à apaiser Lily pendant ses coliques tout en répondant à des questions sur les virements bancaires. La vie est devenue étrangement partagée entre la maternité et la paperasse juridique. Un après-midi, Richard a appelé. « J'ai besoin de vous au centre-ville. » Sa voix semblait inhabituellement sérieuse. Quand je suis arrivé, il a projeté une chronologie sur un grand écran. Des lignes colorées reliaient des dizaines de transactions. Rouge, bleu, vert. Alors il a dit doucement, « Voici ce que votre mari a réellement fait. » Il avait lentement déplacé de l'argent vers des comptes d'investissement fictifs, contracté des prêts contre des actifs dont je n'avais jamais connu l'existence, caché des pertes de clients précédents, utilisé nos économies de retraite pour couvrir ces pertes. Vendu la maison pour empêcher les créanciers de trouver des capitaux propres. La liaison ? Richard a semblé presque agacé. Honnêtement, Claire, la maîtresse était probablement l'erreur la moins chère qu'il ait commise. J'ai regardé l'écran. Pendant des mois, j'avais imaginé Ethan détruire notre mariage parce qu'il aimait quelqu'un d'autre. Maintenant, je réalisais quelque chose d'encore plus laid. Il aimait l'argent plus que nous deux. Harold appelait tous les dimanches soirs, jamais pour poser des questions sur le procès,
jamais pour discuter des preuves, seulement pour poser une question. Comment va Lily? Parfois, il faisait des grimaces ridicules lors d'un appel vidéo. Ma fille gloussait. Il souriait comme s'il avait gagné à la loterie. Un dimanche, il a fièrement annoncé qu'il avait appris à installer un siège auto. Sa fille ne lui faisait apparemment pas confiance. Je l'ai installé à l'envers. J'ai ri. Je me demandais pourquoi le bébé avait l'air si surpris. Même maman a ri à cela. Ces petites conversations me rappelaient que tous les hommes plus âgés ne disparaissaient pas lorsque la vie devenait compliquée. Certains restaient. Début octobre, nous pensions avoir suffisamment de preuves pour demander une ordonnance judiciaire d'urgence gelant les actifs restants d'Ethan. Suzanne m'a averti de ne pas célébrer. Le juge pourrait en vouloir plus. Je comprends. Je ne comprenais pas. Pas vraiment. Je suis entré dans l'audience convaincu que la justice arrivait enfin. 43 minutes plus tard, nous avons perdu. Le juge a rejeté la demande d'urgence. Non pas parce qu'il croyait Ethan, mais parce que les preuves, bien que troublantes, n'étaient pas assez complètes pour cette ordonnance spécifique. À l'extérieur du palais de justice, des journalistes ont entouré Ethan. Il a souri. Il a réellement souri. J'ai toujours cru que la vérité éclaterait, leur a-t-il dit. Je me tenais à 20 pieds de là, tenant la mallette de mon avocate pendant que les photographes prenaient des photos. Pour quiconque regardait, il semblait probablement qu'il avait gagné. Le trajet de retour vers Bloomington a été la plus longue heure de ma vie. Personne n'a parlé. La pluie tapotait doucement contre le pare-brise. À mi-chemin, j'ai murmuré, et si c'était tout? Suzanne a gardé les yeux sur la route. Ce n'est pas le cas. Et s'il s'en sortait avec tout? Elle n'a pas répondu parce qu'elle ne pouvait pas honnêtement promettre le contraire. Cette nuit-là, après que maman soit allée se coucher et que Lily se soit enfin endormie, je me suis assise seule sur le porche arrière. L'air d'octobre portait l'odeur des feuilles mortes. Harold est sorti discrètement, tenant 2 tasses de chocolat chaud. Je me doutais que tu ne dormirais pas. Je me sens stupide. Tu ne le es pas. Je lui ai fait confiance. Tu l'aimais. C'est pareil. Non. Il m'a tendu une tasse. Ce sont 2 choses très différentes. Pendant plusieurs minutes, aucun de nous n'a parlé. Finalement, j'ai dit les mots que j'essayais de ne pas penser. Peut-être que je devrais arrêter. Il a semblé sincèrement confus. Arrêter quoi? Le procès, l'enquête, tout. Je suis fatigué. Harold a hoché la tête lentement. Je sais. Puis il a dit quelque chose de si simple que je ne l'ai jamais oublié. Claire, si tu abandonnes parce que tu es épuisé, il passera le reste de sa vie à croire que les gens honnêtes abandonnent toujours. J'ai regardé dans ma tasse. Je ne sais pas si je suis assez forte. Il a souri. J'ai enterré l'amour de ma vie. Je te promets que la force n'est pas quelque chose avec laquelle on se réveille. C'est quelque chose qu'on découvre parce qu'abandonner fait encore plus mal. 3 soirs plus tard, Suzanne a appelé. Peux-tu venir à mon bureau demain à la 1re heure? Il s'est passé quelque chose? Oui. Bon ou mauvais? Honnêtement, je ne sais pas encore. Le lendemain matin, une femme était déjà assise dans la salle de conférence de Suzanne. Maquillage parfait, sac à main de créateur, yeux rouges. Je l'ai immédiatement reconnue sur les photos. Vanessa, la petite amie d'Ethan. Elle s'est levée maladroitement. Je ne suis pas ici parce que je suis une bonne personne. J'ai apprécié l'honnêteté. Je suis ici parce qu'Ethan m'a menti à moi aussi. Personne n'a parlé. Elle a lentement posé une clé USB sur la table, puis une autre, puis une épaisse enveloppe. Je pensais qu'il était divorcé. Il m'a dit que votre mariage était terminé depuis des années. Elle a dégluti difficilement. Il m'a aussi convaincu d'investir près de 400 000 $. Suzanne a levé les yeux brusquement. Quoi? Vanessa a hoché la tête. Il a volé ça aussi. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient des courriels imprimés, des confirmations de virements bancaires, des contrats immobiliers, des enregistrements vocaux, même des notes manuscrites qu'Ethan avait prises lors de réunions. Richard a parcouru la première 12aine de pages, puis la 12aine suivante. Ses sourcils n'arrêtaient pas de monter.
Finalement, il a regardé Suzanne, puis moi. Un lent sourire s'est étendu sur son visage. Pour la première fois, a-t-il dit doucement, je pense que nous avons enfin tout. Le palais de justice du comté de Hamilton n'avait jamais semblé aussi intimidant. J'avais travaillé dans des hôpitaux pendant plus de 20 ans. Je pouvais rester calme lors d'accouchements d'urgence, réconforter des familles effrayées et prendre des décisions de vie ou de mort sans paniquer. Mais en franchissant les portes de ce palais de justice ce matin-là, mes mains tremblaient si fort que j'ai failli laisser tomber le sac allongé de Lily. Elle avait 4 mois à l'époque, mâchouillant joyeusement le coin d'un jouet de dentition comme si c'était un mardi comme les autres. Je l'enviais. Dehors, des camionnettes de télévision bordaient le trottoir. La plupart n'étaient pas là à cause de mon divorce. Elles étaient là parce que la rumeur s'était répandue que des enquêteurs fédéraux avaient commencé à s'intéresser à plusieurs des comptes d'investissement d'Ethan. Apparemment, une fois qu'un fil commençait à se défaire, beaucoup de gens réalisaient qu'ils tenaient le même pull. Suzanne s'est penchée vers moi avant que nous n'entrions dans la salle d'audience. Une dernière chose. Quoi? Peu importe ce qui se passe aujourd'hui, ne réagis pas à Ethan. Je ne le ferai pas. Je suis sérieuse. Je sais. Il essaiera probablement. Elle avait raison. Dès qu'Ethan est entré, il a souri. Pas chaleureusement, pas tristement. Le genre de sourire que quelqu'un porte quand il est convaincu d'être toujours la personne la plus intelligente de la pièce. Il avait l'air plus mince que dans mon souvenir. Son costume bleu marine coûteux avait probablement coûté plus cher que ma première voiture. Vanessa est arrivée quelques minutes plus tard avec son propre avocat. Elle n'a même pas regardé Ethan. Il l'a remarqué. Son sourire s'est un peu estompé. Cette petite fissure m'a donné plus de confiance que prévu. L'audience a duré près de 6 heures. Au début, cela semblait douloureusement ordinaire. Arguments juridiques, motions de procédure, questions sur les registres de propriété, les dates, les virements bancaires, les dépôts d'entreprise. Puis, Richard m'a pris la barre. Le voir témoigner m'a rappelé pourquoi Harold lui faisait confiance. Il n'était pas dramatique. Il n'était pas en colère. Il expliquait simplement les chiffres, un graphique à la fois. Ce transfert a eu lieu le 14 janvier. Ce compte a été ouvert à l'insu de Madame Whitmore. Les fonds ont transité par 3 entités distinctes avant de revenir sous le contrôle de Monsieur Whitmore. Même le juge s'est penché en avant. Richard n'a jamais exagéré. Il n'en avait pas besoin. Les faits sont persuasifs lorsqu'ils sont organisés. Ensuite est venue la directrice de la société de titres de propriété. Elle a admis qu'Ethan avait insisté pour gérer presque toutes les communications lui-même. Il prétendait que je me remettais de complications de grossesse et que je ne voulais pas être dérangé. « Avez-vous déjà parlé personnellement avec Madame Whitmore » a demandé Suzanne. « Non. »« Avez-vous déjà vérifié son identité » ? Nous nous sommes fiés à des documents notariés. A-t-il été déterminé par la suite que ces documents contenaient des signatures falsifiées ? Oui. La salle d'audience est devenue sensiblement plus silencieuse. La directrice semblait sincèrement embarrassée. J'aurais aimé que nous l'ayons remarqué. Je vous crois, a répondu Suzanne. Pas de grands gestes, juste la vérité. À l'heure du déjeuner, Ethan avait l'air mal à l'aise pour la première fois, pas effrayé, juste irrité, comme si la journée ne se déroulait pas comme prévu. Ensuite, le détective Mark Ellison a témoigné. Il a expliqué que son unité des crimes financiers avait commencé à examiner plusieurs plaintes concernant les pratiques d'investissement d'Ethan, d'anciens clients, des fonds de retraite, des comptes faussement représentés. Le juge a haussé un sourcil. Cette enquête est en cours ? Oui, votre honneur. Indépendamment des procédures d'aujourd'hui. Correct. Ethan a murmuré quelque chose d'urgent à son avocat. Son avocat n'a pas murmuré en retour. Après une courte suspension, Suzanne a appelé Vanessa. Elle a marché lentement jusqu'à la barre des témoins. Pendant une brève seconde, j'ai presque eu pitié d'elle. Elle avait l'air épuisée. La confiance polie que j'avais vue sur d'anciennes photos de médias sociaux avait disparu. Elle a répondu à chaque question directement. Monsieur Whitmore vous a-t-il dit qu'il était divorcé ? Oui. L'avez-vous cru ? Oui. Pourquoi ? Il m'a montré des papiers. Suzanne a brandi un document.
Étaient-ce ces papiers? Oui. Richard a confirmé plus tard qu'ils avaient été fabriqués. Vanessa a pris une lente respiration. Je n'avais pas une liaison avec un homme marié. Elle a jeté un regard vers moi pour la première fois. On me mentait. La salle est restée silencieuse. Elle a continué, il m'a convaincu d'investir près de 400 000 $ dans ce qu'il appelait une opportunité privée. Avez-vous déjà récupéré ces fonds? Non. Quand avez-vous réalisé que quelque chose n'allait pas? Le jour où j'ai appris que Claire pensait toujours qu'elle était heureusement mariée. On pouvait presque entendre les gens bouger sur leur siège. Non pas parce que Vanessa était devenue une héroïne, mais parce que tout le monde a soudain compris le schéma d'Ethan. Différents mensonges, même victime. Suzanne a demandé la permission de jouer un dernier enregistrement. Le juge a accepté. La propre voix d'Ethan a rempli la salle d'audience. Claire, calme, confiante. Une fois la maison vendue, tout le reste devient plus facile. Une autre voix, celle de Vanessa. Et Claire? Ethan a ri. Elle signe tout ce que je mets devant elle. L'enregistrement s'est arrêté. Personne n'a parlé. Pas même Ethan. Pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, il avait l'air sincèrement effrayé. Le juge a décrété une autre suspension. Pendant que tout le monde se dirigeait vers le couloir, Harold s'est assis tranquillement à côté de moi. Il n'avait pas beaucoup parlé de la journée. Finalement, il a souri. Ça va? Je crois que oui. Tu sais. Il a regardé Lily, dormant paisiblement dans les bras de maman. J'ai assisté à des centaines de réunions de conseils d'administration. C'est beaucoup plus stressant. J'ai ri. Je pensais que les riches dirigeants n'étaient pas nerveux. Oh, Claire, a-t-il souri. Nous sommes des professionnels. Nous faisons simplement mieux semblant. Cette petite blague a en quelque sorte dénoué le nœud dans ma poitrine. Lorsque l'audience a repris, l'avocat d'Ethan a surpris tout le monde. Il a demandé un délai supplémentaire pour examiner les preuves nouvellement soumises. Suzanne s'y est opposée. Le juge a rejeté la demande. Les preuves avaient été correctement divulguées. Puis il s'est tourné vers Ethan. Monsieur Whitmore, vous restez sous serment. Le juge a posé plusieurs questions lui-même. Simple, direct. Où sont allés les produits de la vente? Pourquoi les signatures étaient-elles incohérentes? Pourquoi plusieurs comptes ont-ils reçu des virements identiques? Ethan répondait de moins en moins. Plusieurs fois, il a simplement dit, sur les conseils de mon avocat. Finalement, le juge a hoché la tête. Je comprends. Il comprenait plus qu'Ethan ne le réalisait. Vers la fin de l'audience, le juge a regardé Suzanne. Votre cliente souhaite-t-elle faire une déclaration? Suzanne ne s'est tournée vers moi qu'une seule fois. Pas de mots, juste un petit hochement de tête. Je me suis levé lentement. Tous les yeux dans la salle d'audience m'ont suivi. J'ai regardé Ethan, puis Lily, dormant contre l'épaule de ma mère. Pendant des mois, j'avais imaginé ce moment. J'avais répété des discours de colère dans ma tête, pensé à exposer chaque mensonge. Au lieu de cela, rien de tout cela ne semblait plus important. J'ai pris une profonde inspiration. Le jour où notre fille est née, j'ai fait une pause, vous croyez que j'avais tout perdu. J'ai de nouveau regardé Lily. La vérité, c'est qu'elle était la seule chose qui valait la peine d'être gardée. J'ai laissé le silence s'installer avant de finir. Tout le reste était remplaçable. Pas d'applaudissements, pas de halètement dramatique, juste le silence, le genre qui remplit une pièce quand tout le monde sait déjà quel devrait être le bon résultat. Le juge a ajusté ses lunettes et a commencé à lire ses conclusions. Il a statué que des preuves substantielles soutenaient les allégations de Claire de fraude, de falsification et de faute financière. Il a autorisé une large enquête financière, a émis des ordonnances préservant les actifs litigieux restants et a transmis les preuves clés aux autorités pénales compétentes pour une enquête plus approfondie. Ethan est resté immobile. La confiance qu'il avait affichée en entrant dans la salle d'audience avait disparu. Lorsque l'audience s'est terminée, 2 enquêteurs qui attendaient à l'extérieur se sont approchés de son avocat et lui ont demandé tranquillement de lui parler au sujet de l'enquête sur la fraude en cours. Je ne suis pas resté pour voir. Il n'y avait plus rien à prouver. Alors que nous marchions vers le parking, maman berçait doucement Lily,
qui venait de se réveiller de sa sieste. Harold m'a rattrapé. Alors, a-t-il demandé avec un sourire. Et si on fêtait ça? J'ai ri. Avec du champagne. Il a semblé horrifié. Jeune femme, il a jeté un coup d'œil à Lily. Je pensais plutôt à des pancakes. Pour la première fois depuis des mois, l'avenir semblait plus doux que le passé. Les gens supposent parfois qu'une fois que vous gagnez au tribunal, la vie redevient soudainement facile. Ce n'est pas le cas. Les ordonnances judiciaires ne bordent pas un bébé dans son lit. Elles ne guérissent pas la trahison. Elles n'effacent pas l'habitude de prendre un téléphone avant de se rappeler qu'il n'y a plus personne à appeler. La vraie vie continue. Et vous aussi. Au printemps suivant, Lily s'asseyait toute seule et essayait de ramper sur le tapis du salon de ma mère. Chaque matin, elle poussait un petit grognement déterminé, avançait de 2 pouces, puis roulait sur le dos, l'air offensé que la gravité existe. Maman et moi applaudissions quand même. C'est ma petite fille, riait-elle, trop têtue pour abandonner. Je souriais chaque fois qu'elle le disait. Peut-être que Lily tenait ça des 2 côtés de la famille, mais elle ne garderait que les bons côtés. Le processus juridique s'est étalé sur des mois. Le divorce lui-même a été finalisé en premier. Puis sont venus les règlements financiers. Richard et Suzanne m'avaient averti de ne pas m'attendre à des miracles. Ils avaient raison. Une partie de l'argent était partie pour toujours. Ethan avait dilapidé des sommes énormes en essayant de cacher d'anciennes pertes d'investissement bien avant que je ne découvre ce qu'il faisait. Néanmoins, le tribunal a ordonné une restitution substantielle des actifs restants. L'assurance a récupéré une partie de nos économies de retraite en raison de la fraude documentée. Plusieurs comptes gelés m'ont finalement été débloqués. Ce n'était pas tout, mais c'était suffisant. Assez pour louer une petite maison de ville à Fisher, à seulement 15 minutes de l'hôpital où j'avais travaillé pendant des années. La première nuit où Lily et moi y avons dormi, l'endroit résonnait. Pas de photos sur les murs, pas de table de salle à manger, juste des meubles empruntés, un berceau et 2 chaises de jardin pliantes dans le salon. Maman a regardé autour d'elle et a souri. Tu sais quoi? Quoi? On s'y sent déjà plus en paix que dans cette grande maison. Elle avait raison. La maison n'avait jamais été une question de superficie. J'avais simplement oublié cela pendant un moment. La vie d'Ethan a évolué dans la direction opposée. Les régulateurs de l'État ont suspendu ses licences financières. Plusieurs anciens clients ont intenté des poursuites civiles après avoir appris l'enquête. Le procureur du comté l'a finalement inculpé de multiples chefs d'accusation liés à la fraude et à la falsification. Je n'étais pas dans la salle d'audience lorsque l'affaire pénale a commencé. Je ne voulais pas y être. Suzanne a appelé après. Il a accepté la responsabilité de certaines des charges dans le cadre d'un accord de plaidoyer. J'ai fermé les yeux. Combien de temps? Il y aura une sentence plus tard. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis je suis retourné donner de la purée de patates douces à Lily. Curieusement, cela semblait beaucoup plus important. Vanessa m'a écrit une lettre, pas un courriel, une vraie lettre manuscrite. Elle est arrivée environ 3 semaines après la finalisation du divorce. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir. Au lieu de cela, j'ai préparé du café, je me suis assise sur le porche arrière et j'ai lu chaque mot. Elle ne demandait pas le pardon. Elle ne le méritait pas. Elle a simplement admis qu'elle avait ignoré les signes avant-coureurs parce qu'elle avait voulu croire aux promesses d'Ethan. Elle avait vendu son condominium pour investir avec lui, avait presque tout perdu. Elle reconstruisait sa propre vie en travaillant à nouveau à plein temps et en aidant les enquêteurs chaque fois qu'ils le demandaient. Le dernier paragraphe m'est resté. Je ne peux pas défaire ce que j'ai contribué à vous faire. J'espère juste qu'un jour votre fille grandira en croyant qu'il y a plus de gens honnêtes que de gens malhonnêtes. J'ai plié la lettre et l'ai placée dans un tiroir. Non pas parce que je lui avais pardonné, mais parce que porter la colère pour toujours aurait signifié qu'Ethan m'avait volé autre chose. Je n'étais pas prête à lui donner ça. Harold est devenu une partie intégrante de nos vies. Chaque dimanche après-midi, il arrivait dans le même vieux pick-up qu'il avait insisté pour acheter après avoir pris sa retraite pour de bon. Son équipe de sécurité le détestait. Il l'adorait. Un après-midi, je lui ai demandé pourquoi il ne conduisait plus une de ses voitures de luxe. Il a souri. Ce camion rentre dans les places de parking des supermarchés. Argument valable.
Il étalait une couverture dans mon minuscule jardin et passait des heures à faire des bruits d'animaux ridicules pendant que Lily riait si fort qu'elle avait le hoquet. Il n'essayait pas de remplacer le grand-père qu'elle ne connaîtrait jamais. Il était simplement lui-même. Cela s'est avéré être plus que suffisant. Un dimanche, il est arrivé avec un petit dossier bleu. « J'ai quelque chose pour toi. Si c'est de l'argent, je le rends. » Il a ri. « Je savais que tu dirais ça. » À l'intérieur se trouvaient les documents établissant un fonds d'éducation pour Lily. Les fonds ne pouvaient pas être touchés avant qu'elle n'atteigne l'âge d'aller à l'université. Mes yeux se sont immédiatement remplis de larmes. Harold. Ce n'est pas de la charité. Il a doucement fermé le dossier. C'est quelque chose que Margaret et moi voulions faire pour les enfants bien avant son décès. Tu m'as juste rappelé de ne pas cesser de croire en les gens. Je l'ai serré dans mes bras avant de pouvoir réfléchir. Il m'a maladroitement tapoté l'épaule. Je n'ai jamais été très doué pour les câlins. J'ai remarqué. Cet été-là, je suis retourné travailler à temps partiel en salle d'accouchement. Revenir à l'hôpital était étrange. Les infirmières se sont rassemblées autour de la poussette de Lily lors de ma première visite. Il y a eu des câlins, des biscuits faits maison, beaucoup trop de ballons. Mon amie Denise m'a regardé et a dit exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Tu sais quoi? Tu ne ressembles pas à quelqu'un qui a tout perdu. J'y ai pensé en enfilant ma blouse. Elle avait raison. Je n'avais pas tout perdu. J'avais perdu un mariage construit sur des mensonges. J'avais perdu une belle maison. J'avais perdu de l'argent. Mais j'avais découvert qui se tiendrait encore à mes côtés quand tout cela disparaîtrait. Maman, Suzanne, Richard, Harold, de vieux amis qui sont discrètement venus avec des plats cuisinés et des couches sans poser de questions. Ces personnes sont devenues la fondation qu'Ethan ne pourrait jamais prendre. Environ un an après mon arrivée chez ma mère avec Lily, nous sommes passés en voiture devant mon ancien quartier en rentrant d'une fête d'anniversaire. La maison coloniale blanche était toujours là. Aménagement paysager frais, nouveaux volets, des vélos d'enfants appuyés contre le garage. Une jeune famille en avait fait son chez-soi. Lily a pointé du doigt par la fenêtre de la voiture. Maison. J'ai souri. Oui. Elle ne savait pas qu'elle était née là, et elle n'en avait pas besoin. Ce chapitre m'appartenait, pas à elle. J'ai continué à conduire sans ralentir, sans me demander ce qui aurait pu être, sans souffrir. En y repensant maintenant, je ne crois pas que l'achat de ce billet de bus ait changé ma vie parce que Harold était riche. Je pense que cela a changé ma vie parce que cela m'a rappelé qui je voulais être au moment exact où j'avais toutes les excuses pour devenir amer. Ethan croyait que le monde appartenait aux gens qui mentaient, manipulaient et prenaient tout ce qu'ils pouvaient. Il avait tort. Au final, il a perdu bien plus qu'un procès. Il a perdu la chance de voir sa fille grandir entourée d'honnêteté, de rire et de gens qui s'aimaient sans condition. Quant à moi, j'ai enfin compris quelque chose que mon père disait. Une maison vous donne un abri. Les gens à l'intérieur en font un foyer. Il a fallu en perdre un pour trouver l'autre. Si vous avez déjà dû reconstruire votre vie après que quelqu'un a trahi votre confiance, j'espère que vous n'oublierez jamais que la guérison ne se fait pas d'un seul coup. Elle vient un jour honnête à la fois. Merci d'avoir passé une partie de votre journée avec moi, et j'espère que demain vous apportera quelque chose qui vous fera sourire. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.